Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, promouvoir l'image du Maroc à l'étranger, le rapprochement entre les Marocains résidant à l'étranger avec leur pays d'origine et surtout une coopération sud-sud. Comme ça a été annoncé la semaine dernière, suite à la journée de solidarité avec le peuple tunisien, suite aux attentats meurtrières qui ont fait beaucoup de dégâts chez nos frères tunisiens, parmi les intervenants qu'on a eus lors de cette émission de témoignage, il y avait un Américain le plus africain des Américains, comme on dit, une personne qui a ouvert son cœur pour l'Afrique, une personne qui s'est engagée pour la promotion de ce continent et notamment la promotion du royaume du Maroc. Je parle de M. Michael Kurtli, un grand reporter international, cinéaste, photographe, auteur, conseiller international en communication et fondateur de plusieurs ONG. Afin de connaître ce monsieur et son parcours, nous sommes heureux aujourd'hui de l'avoir avec nous durant une 45 minutes, de parler un petit peu de son histoire, comment il a connu le Maroc, comment il a adopté le Maroc et comment il a pris la décision de promouvoir le Maroc au sein d'un continent qui est le continent africain, l'avenir de l'humanité. Bonjour Michael. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah, ça fait plaisir d'entendre des mots arabes venant de la part de la كل شيء لاباس وانت لاباس كل شيء مزيان الحمد لله. Bienvenue Michael. Merci beaucoup Abdelatif. Eh ben, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi et pour nos auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute à l'extérieur de la France, soit au Maroc, soit aux États-Unis, soit en Europe, soit même au Moyen-Orient. Nous recevrons pas mal de témoignages des gens du Golfe. Et nous sommes heureux d'avoir parmi nous un Américain, un ami du Maroc, un Américain qui a adopté le continent africain comme son deuxième continent et le Maroc comme son deuxième pays. Ben écoutez, Michael, bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. On va essayer durant cette émission de parler un petit peu de Michael, de son parcours, et comme ça, les auditeurs et les auditrices qui connaissent pas Michael, c'est l'occasion jamais de connaître ce personnage qui a marqué et qui marquera encore davantage l'histoire de l'humanité par rapport à son richesse de cœur et aussi par rapport à son savoir et son engagement pour la promotion de l'Afrique. Alors, ma première question, Michael, parle-nous un petit peu par rapport à toi, par rapport à ta famille, d'où viens-tu, comme ça les auditeurs et auditrices puissent avoir une idée, sans risque général, par rapport à Michael. D'abord, je voudrais vous féliciter, Abdelatif, de tout ce que vous faites pour promouvoir une meilleure connaissance du Maroc, qui est un pays que je connais maintenant depuis plus de 40 ans. Parce que je suis allé au Maroc pour la première fois à l'âge de 19 ans, et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais en fait, mon parcours africain a commencé là où je suis né, dans le Kentucky, aux États-Unis, qui est un État du sud-est des États-Unis. Je suis né dans un endroit qui s'appelle Bardstown, qui est une toute petite ville, et rien n'était tracé dans mon avenir pour aller en Afrique. Mais néanmoins, à travers
des émissions de télévision, des livres que j'ai pu lire quand j'étais petit, le film Casablanca et d'autres choses. Je me suis beaucoup intéressé au continent africain, ce qui fait que à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de partir à la découverte de l'Afrique en autostop. J'ai laissé tomber pendant un petit moment mes études universitaires. Et en fait, quand on trace depuis l'Europe la tracée pour aller jusqu'en Afrique du Sud... Si vous permettez, Michael, juste une question, parce que là on parle de Kentucky, là on parle de l'Amérique profonde. Oui, bien sûr. Alors, avec ses valeurs. Ben, c'est-à-dire que, d'ailleurs c'est pour cela que j'ai pu retrouver une certaine résonance avec le continent africain et notamment le Maroc, parce que au Kentucky, on baigne dans les valeurs qui sont semblables, c'est les valeurs de famille, les valeurs qui sont très profondes par rapport à la culture et par rapport à la gentillesse et par rapport à l'accueil. C'est-à-dire que par exemple dans ma ville natale, on nous apprend tout de suite très jeune à dire bonjour à tout le monde, à sourire à tout le monde, à ouvrir la porte à tout. D'ailleurs, je n'ai jamais le souvenir où on a fermé la porte à clé à ma maison. C'est magnifique. C'est magnifique. Toute ma jeunesse. C'est des valeurs nobles dont on a besoin actuellement dans le monde où on vit. Et certainement, ce sont les paramètres qui ont influencé un petit peu votre parcours après, parce que retrouver les mêmes valeurs dans un autre pays dit musulman, loin de plusieurs kilomètres, Kentucky, donc ça montre à quel point que les valeurs... kilomètres, oui, on peut le dire. Mais c'est-à-dire que moi, je pense que j'étais un peu comme même des personnes aujourd'hui qui réfléchissent à l'idée de partir au Maroc. J'avais peur, je ne peux pas le cacher. À 19 ans, j'arrive en Europe et j'annonce à tout le monde, je vais partir en Afrique et le premier pays où je vais aller, c'est le Maroc. Et je dois dire, à l'époque, les gens essayaient de me dissuader, de me faire peur. Et ce qui a fait que j'arrive au sud de l'Espagne en autostop, à Algeciras, je regarde les montagnes du Maroc au lointain, et je décide que je ne suis pas fait pour ça. Et donc, en fait, je rebrousse chemin pour aller sur Paris, et c'est souvent comme ça dans la vie, c'est grâce à la rencontre d'un Marocain qui m'a pris en stop, un certain Abdelmalik Riahi, qui provenait de Meknès, mais qui habitait à Casablanca à l'époque, qui m'a invité à venir vivre chez lui à Casablanca quand je voulais. Donc, bien que j'ai poursuivi mon parcours jusqu'à Paris, j'avais honte de lâcher mon rêve, et toujours avec les paroles d'Abdelmalik, j'ai décidé de rebousser chemin vers le sud de l'Espagne, et j'ai enfin réussi à traverser le détroit de Gibraltar pour aller vers le Maroc, et tout de suite j'ai filé à Casablanca pour retrouver Abdelmalik. Avant d'arriver à Casablanca, Michael, je souhaite savoir quelques renseignements, surtout le pourquoi d'y aller en Afrique, d'aller découvrir l'Afrique. Pour quelles raisons le Maroc spécifiquement, avant de rencontrer ce monsieur et de connaître un petit peu la population marocaine? En fait, l'Afrique pour moi a toujours été d'abord l'aventure, une grande aventure, mais surtout aussi, j'ai remarqué que ce qu'on entendait aux États-Unis, comme d'ailleurs aujourd'hui, c'était très souvent que le négatif. Et moi, étant donné que je viens du Kentucky, j'étais baigné dans l'idée que l'être humain était bon. Et donc, j'étais convaincu que partant en Afrique, j'allais trouver de la bonté. Mais c'est une chose qu'on ne me disait pas. C'est-à-dire que même quand je parlais autour de moi, l'Afrique faisait peur. Je suis certain que mes parents pensaient peut-être ne jamais me revoir. Et donc, je voulais, disons, faire un défi à ce genre d'image qui provenait de l'Afrique, surtout par les médias aux États-Unis. Et donc, pour moi, en plus de cela, j'avais eu la chance de rencontrer à MIT, où j'ai fait mes études à Boston, une amie qui venait de Botswana. Et lui aussi, il m'a invité à Botswana, mais Botswana, c'était loin, n'est-ce pas? Bien entendu. C'était dans l'Afrique australe. Et
Et donc, il fallait que j'y aille. Je n'avais pas assez d'argent pour prendre l'avion, donc j'ai décidé d'aller en autostop. Mais j'ai toujours compris que l'autostop était une des meilleures façons, surtout étant jeune, pour rencontrer l'être humain. Et donc, pour moi, l'idée d'aller au Maroc, c'était pas la première idée. Parce que je connaissais pas le Maroc plus que je connaissais le Botswana. Mais je dois dire qu'étant donné que le Maroc était le premier pays où je suis allé, c'est devenu très vite ancré dans mon cœur. Parce que si j'ai pu faire depuis tout ce temps un grand parcours en Afrique, c'est grâce au Maroc. Parce que quoi qu'il arrive, donc même si, puisque vous êtes un spécialiste aussi de la géographie, donc vous avez pris pas mal de photos pour le journal National Geographic. Oui. La position géographique du Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Aussi, c'est le point le plus proche de l'Europe. Donc il y a aussi cette porte aussi vis-à-vis des États-Unis. Donc le Maroc, il se trouve dans une position géographique, on peut pas passer outre pour accéder à l'Afrique. Oui, c'était ma porte, en tout cas. C'était ma porte d'entrée sur tout un continent. C'était ma porte d'entrée surtout à me sentir bien. Je dois dire que... Se sentir bien, cela veut dire quoi? Mais ça veut dire que je ne savais pas... Moi, n'oublions pas qu'on avait essayé de me faire peur. Donc, quand je suis arrivé au Maroc, qu'est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé d'abord un accueil extraordinaire qui me rappelait l'accueil de chez moi. J'ai trouvé des gens qui vivaient autour de la famille, surtout la famille étant très importante au Maroc. Ça m'a réconforté que je pouvais trouver des valeurs qui étaient semblables à mes valeurs, à moi. Bon, évidemment, les gens avaient une autre religion, ils avaient une autre façon de s'habiller et de parler, mais au fond, je pouvais constater que une fois passé toutes ces différences, le fond était le même. Donc, très vite, je me suis rendu compte que je pouvais me sentir à l'aise à l'intérieur de moi, quand j'étais au Maroc. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans le reste de l'Afrique à l'époque, mais je savais que ça me renforçait. Dans un certain sens, je me suis toujours dit, si le continent africain n'est pas aussi accueillant que je le veux, je peux revenir au Maroc. Et moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai quitté le Maroc pour aller en Algérie d'abord, et après l'Algérie pour aller vers l'Afrique de l'Ouest, c'était toujours le réconfort par rapport aux Marocains et par rapport au pays. Ça a duré combien de temps, votre passage? Mon premier voyage a duré 7 mois. 7 mois. J'ai fait tout le parcours en Afrique de l'Ouest, centrale et plus loin. Mais finalement, par la suite, j'ai réussi à revenir au Maroc. Donc après 7 mois. Oui, et j'ai décidé à ce moment-là de vivre au Maroc. Donc j'ai cherché du travail, je suis devenu professeur d'anglais et au Centre américain de langue à Casablanca. Casablanca, oui. Oui, et ce qui est très intéressant, moi je connaissais rien du Maroc en dehors de ce que je viens de vous dire. Mais très vite, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai un appartement dans un bâtiment quelque part, et donc j'ai trouvé un appartement assez rapidement, mais il s'avère que dans cet appartement, il n'y avait que des Juifs qui habitaient. Ça, c'est magnifique. En dehors de moi. Donc vous n'êtes plus seul dans ce cas-là. C'est des Juifs marocains. C'est des Juifs marocains. Donc et pour moi, ce qui était très intéressant, c'est pendant cette première partie de ma vie au Maroc, les premiers 6 mois de ma vie, pour moi, le Maroc était un pays à la fois musulman et juif. Et je crois que c'est une valeur très forte que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Quand je pense au Maroc, je pense d'ailleurs aux consignes du roi, de Sa Majesté, qui est non seulement le défendeur de l'islam, mais aussi le protecteur des Juifs. Cette protection, ça a été déclaré aux Allemands, comme quoi il n'y a pas de Juifs chez moi, il n'y a que des Marocains. Donc cette situation des Juifs au Maroc, ça a été toujours, on est tous des Marocains, Juifs ou chrétiens ou musulmans, on n'y a plus d'égalité, et là on travaille pour le même symbole. Mais d'ailleurs, et c'est ça que j'ai ressenti dès les premiers jours, c'est-à-dire les Juifs qui habitaient dans le même bâtiment que moi, ils étaient Marocains tout autant que n'importe quel autre Marocain que je rencontrais, et ils étaient très fiers de l'être. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, on voit que même des Juifs qui sont partis vivre en Israël reviennent très très souvent pour retrouver leur pays d'origine. Et ils sont très fiers de ces origines. Ils sont très fiers d'être liés
à la monarchie marocaine. Donc, moi, cet aspect du Maroc, je crois que pour moi, ce n'est pas à l'origine unique au Maroc. Je suppose que avant tous les conflits, il y avait beaucoup de Juifs qui habitaient partout dans le monde arabophone. Mais le Maroc a su garder ses valeurs et a su protéger ses valeurs. Et je dirais que c'est une des raisons que j'aime le Maroc. C'est que le Maroc est très conservateur par rapport aux valeurs réelles qui lui est important. Il ne faut pas oublier, c'est l'ancienneté de l'État aussi. Donc, c'est parmi les anciennes monarchies du monde, le Maroc. On se souviendra que c'était un roi, une monarque marocain, Sidi Mohamed, qui était le premier chef d'État à l'étranger qui a reconnu l'indépendance des États-Unis. Exactement. Et à Washington, je peux vous assurer, on parle souvent de cela. Écoutez, c'est dans des moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. Et c'est dans des moments difficiles, un petit pays comme le Maroc par rapport aux États-Unis qui a osé à relever la voix. Il a dit non, on déclare l'indépendance des États-Unis. Donc ça montre à quel point que le Maroc a toujours respecté cette notion d'indépendance et de la liberté des peuples aussi. Non, mais je dois dire que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas assez bien le Maroc, je dois dire. Alors, si vous le permettez, donc je vous propose une petite pause musicale. Plutôt cette fois-ci, sera américaine. Comme ça permettra à nos auditeurs, aux auditrices de connaître un petit peu des chansons anciennes américaines. Restez en ligne. Sick and tired of the pouring rain, I took a train to Morocco just to kill the pain. Oh, it might help a little, it might help a lot, I don't know, but it's all I got. Ran down the aisle to find a window by the bar, I blew a cigarette to pieces, so I lit up a cigar. Oh, this might hurt a little, this might hurt a lot, I don't know, but it's all I got. Il est 14h21 et nous sommes en direct avec Michael Kurtli. Michael, je souhaite simplement passer à un point pour moi très important dans votre parcours qui est de taille. C'est votre installation en tant qu'instituteur d'anglais à Casablanca. Donc, il y a un choix qui a été fait de s'installer au Maroc. Cela veut dire un engagement d'un Américain sur le sol marocain. Et cet engagement, c'est pour moi un point d'inflexion. Alors donc, votre vie a changé. Donc. Comme dans cette chanson parle de quand on est fatigué, quand on est lassé de la vie, où est-ce qu'on peut aller se ressourcer? Et dans la chanson, ils disent le Maroc, Morocco. Et moi, je dois dire que le Maroc est très vite devenu le deuxième chez moi, après le Kentucky. Je me suis senti aussi bien, aussi à l'aise au Maroc. Je trouvais une certaine paix au Maroc. Et donc, j'ai choisi, évidemment, de rester au Maroc et de trouver ma vie. Je ne savais pas, en tout cas, je n'avais aucune idée comment le faire, mais en tout cas, j'ai réussi à trouver un travail assez rapidement. Et en même temps, c'était un choix très personnel par rapport à un changement de cap. Parce que le Maroc représentait... Vous savez, quand on est jeune, on a beaucoup de doutes sur soi-même. Et je dois dire que quand j'étais allé au Maroc vivre, c'était un choix de me découvrir à travers le Maroc. Donc non seulement j'ai travaillé en tant qu'instituteur, en tant que professeur d'anglais,
j'ai rayonné au Maroc. Chaque fois que je pouvais, je partais en autostop. Je partais jusqu'à Mohamed Rezlan, jusqu'à Erfoud, jusqu'à Benimlal, jusqu'à évidemment Marrakech, Fès et toutes les autres grandes villes, mais aussi dans les plus petites villes et villages du Maroc. J'ai vraiment essayé de découvrir le Maroc autant que possible, parce que je voulais absorber ce que voulait dire ce Maroc pour moi. Et j'ai découvert deux choses. D'abord, partout où j'allais, j'étais accueilli comme un prince de Kentucky. Et deuxièmement, j'ai découvert une diversité. C'est ça qu'on comprend pas souvent. Le Maroc est un pays qui n'est pas monolithique. Il y a tellement de diversité culturelle, que nous parlions des Berbères, que nous parlions des Sahraouis, que nous parlions des Arabes, que nous parlions des Fassis. Il y a tellement de choses à découvrir au Maroc et toutes ces choses représentent une profondeur qui m'a instruit, qui m'a donné beaucoup plus de force par rapport à la vie à l'époque. Donc je dirais que je me suis installé au Maroc pour des raisons fondamentalement égoïstes. Je voulais me renforcer à travers le Maroc. D'accord. Donc c'est un choix de vie hein, qui nous honore et qui vous honore aussi. L'engagement de Michael Kurtli au Maroc a dépassé le cadre de l'engagement en tant qu'instituteur, d'après votre parcours, d'après tous les campagnes de communication, de promotion de ce royaume, parce que vous êtes vraiment devenu un véritable citoyen marocain qui défend les valeurs du Maroc. Mais j'attends le passeport. Ce n'est pas impossible. Ce que j'ai fait après, parce qu'il faut bien parler de mon parcours en tant que journaliste et photographe et ensuite cinéaste sur le continent africain. C'est-à-dire que le Maroc m'a donné l'envie d'aller, parce que le Maroc a beaucoup de liens, comme vous le savez, avec l'Afrique subsaharienne. Et donc, à partir du Maroc, j'ai décidé de devenir journaliste et photographe. Et surtout là, à partir de ce moment-là, je suis resté beaucoup en Afrique de l'Ouest et beaucoup en Afrique centrale. Et partout où j'allais, je trouvais un certain lien d'amitié entre le Maroc et ces pays. Et donc ça veut dire que partout où j'allais, je parlais du Maroc. Et chaque fois que je parlais du Maroc, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Mali, que ça soit au Sénégal, que ça soit plus loin vers l'Afrique centrale, de parler du Maroc, ça donnait un sourire aux gens. C'est ça qui m'a toujours interpellé. Et donc pour moi, le Maroc était toujours présent, bien que pendant pas mal d'années, j'allais au Maroc surtout pour visiter le Maroc. Par la suite, j'ai décidé de faire du Maroc un certain centre d'activité. Mais n'oublions pas que pourquoi je suis devenu journaliste? Pourquoi je suis devenu quelqu'un qui voulait parler au reste du monde? C'est parce que je me suis rendu compte que le continent africain, dans son ensemble, manquait d'une certaine communication objective et positive même. Parce que les médias ont tendance à véhiculer une image où il y a des choses qui vont mal. C'est-à-dire, par rapport à l'Afrique, ça veut dire la pauvreté, ça veut dire la maladie, ça veut dire l'instabilité. Mais on avait tendance à ne pas du tout parler des choses qui allaient bien. Et les choses qui vont bien en Afrique sont pour moi tellement plus importantes que les choses qui vont mal. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de l'Afrique, notamment la façon de consolider et de renforcer la famille, notamment la façon de penser positivement par rapport à l'avenir. Moi, je pense que les Africains, malgré toute l'instabilité, sont parmi les gens les plus positifs que j'ai jamais rencontrés. Rien que le traitement des personnes âgées, que ça soit au Maroc ou dans le reste de l'Afrique, est une leçon à donner au reste du monde. Donc ces différentes valeurs et aussi, évidemment, les aspects culturels, ce sont des choses que j'ai essayé de faire valoir dans le reste du monde. J'ai décidé par la suite de lâcher un peu plus le journalisme et de devenir homme de communication à travers les différentes ONG que j'ai fondées. C'était toujours dans ce souci de créer un dialogue où à travers ce dialogue, on revenait avec une image plus positive. Justement, Michael, avant de parler de ce travail, ce beau travail de communication, tant le continent africain, voire aussi dans sa globalité, pas que le Maroc, on a besoin en termes de communication
Il y a un point, il ne faut pas l'oublier, le continent africain, le monde arabe passe des périodes très difficiles. Ce n'est pas tout rose, il faut l'admettre. Il y a des choses qui sont à corriger, il y a d'autres à combattre et ainsi de suite. Même à titre indicatif, aujourd'hui, en Tunisie, il y a une grande marche internationale pour la stabilité et pour la paix en Tunisie. Donc, suite aux attentats de la semaine dernière. Mais est-ce que ces éléments négatifs, et c'est là où je reviens par rapport à ma première question, les Européens, les Occidentaux, dans leur ensemble, n'ont pas une part de responsabilité en termes de communication, je parle. Une part de responsabilité, parce que ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me donner comme information qui est capitale, il faut donner aussi du positif de ce continent. Parce qu'on voit dans les chaînes de communication que du négatif. Et ça crée quand même un malaise par rapport à M. Lambda qui regarde la télé ou qui écoute la radio. Et il est temps qu'il y ait une prise de conscience, à mon sens, des Occidentaux pour vendre aussi l'aspect positif de l'Afrique. Je pense parce que l'Afrique, et aussi, c'est la solution et la chance pour l'Europe et pour les Occidentaux. Mais je dirais que une partie de cette solution, c'est ce qui se passe en Afrique. Et il y a beaucoup de choses très importantes qui se passent dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'avancement, que ça soit au Maroc, que ça soit dans d'autres pays africains. Mais effectivement, je crois que, et je l'ai dit très souvent, il y a une part de responsabilité des médias européens et américains dans cette affaire. Par exemple, en Tunisie, un pays où je pleure de solidarité avec mes frères et sœurs tunisiens, on parle souvent du fait, par exemple, il y a 3000 Tunisiens qui sont partis se combattre aux côtés de Daesh. Mais on ne parle pas d'un mouvement que je connais très bien dans le sud tunisien, qui est le mouvement Paix et Tolérance, qui se centre au niveau de Djerba, où tous les ans, il y a des manifestations de plus de 20 000 personnes qui marchent dans la rue et qui invitent des personnes de toute religion, de toute culture, pour venir manifester avec eux. On ne parle pas assez des choses qui sont peut-être encore plus importantes dans le domaine de la communication positive. Bon, au Maroc, comme tout le monde le sait, il y a tellement de festivals, il y a tellement de dialogues. Moi, j'ai mené à plusieurs reprises des dialogues interculturels et interreligieux au Maroc. Le problème, c'est que on n'arrive pas à attirer souvent des médias sur ces aspects-là. Peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a un grand dilemme en Occident par rapport à comment apercevoir le monde musulman. Moi, je vois le Maroc étant un genre d'oasis d'espoir, parce que je crois que le Maroc sait communiquer avec ce monde occidental et saurait peut-être trouver les bons mots et se mettre en valeur par rapport à cette nécessité en Occident de comprendre que ce n'est pas un monde qui fait toujours peur. Michael, vous avez parlé d'un oasis d'espoir. C'est beau. C'est très très beau. Mais pourquoi le Maroc représente cet acquis comme oasis d'espoir? Mais d'abord au niveau géopolitique, on n'a qu'à regarder dans les séquelles du printemps arabe, de l'instabilité qui existe partout en Afrique du Nord, en dehors de la Tunisie et le Maroc. Et la Tunisie vient d'être frappée assez gravement par un acte terroriste. D'abord, on ressentit que le roi Mohamed VI a réussi à contrecarrer la problématique du printemps arabe en donnant en offrant aux Marocains d'autres façons de regarder le changement, l'évolution du pays, l'évolution de la Constitution. Je crois que déjà, le fait qu'il n'y a pas eu l'instabilité aussi grave qu'il y a eu dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, suite au printemps arabe, c'est déjà une grande source de réconfort. Deuxièmement, le Maroc a toujours prévalu une modération dans son expression islamique.
et même je viens d'apprendre que le roi Mohammed VI a inauguré l'Institut pour la formation des imams dans le rite malikite. Et c'est cet aspect soufi, cet aspect qui a ses racines non seulement au Maroc, mais même jusqu'au Tidjani du Sénégal. C'est cet aspect qui est très fédérateur et à la fois très modéré et très ouvert vis-à-vis de l'autrui. C'est un aspect qu'il faut, je crois, renforcer parce que ça devient un outil très important, une arme très importante contre le radicalisation qui existe dans d'autres parties du... Vous ne croyez pas, Michael, que l'organisation récente, ça fait je crois une dizaine de jours, voire une quinzaine, du Grand Montana à Dakhla, au sud du Maroc, ce n'est pas un événement qui devrait être dupliqué à plusieurs reprises, surtout dans les autres pays comme le Maroc qui optent pour une ouverture et pour une démocratisation avancée? Mais d'ailleurs, j'ai pas mal travaillé avec une des organisations qui a participé dans l'organisation du Grand Montana, l'ICESCO, et je ne peux que saluer cet effort. Je pense néanmoins que est-ce que vous pensez que nous avons beaucoup entendu parler du Grand Montana ici en France ou aux États-Unis? C'est ça le problème. C'est la question. Ouais. C'est comment faire à ce que ces efforts qui sont très importants et qui signifient beaucoup de choses, comment faire à ce que ça soit connu? Je pense qu'il y a des moyens et je travaille avec différents partenaires au Maroc pour faire valoir ce genre de message. Mais ce n'est pas facile. Je suis d'accord que c'est très important. Mais je pense que le plus important, c'est de trouver le ton juste pour attirer les médias. Et quelquefois, ce ton juste n'est pas de se dire on fait quelque chose. C'est aussi de dire qu'est-ce que l'autre a besoin d'entendre pour qu'il en parle. Puisque le temps presse, Michael, puisque vous connaissez ces provinces de Sud, et vous les connaissez depuis un certain temps, j'espère. Oui. Alors, c'est-à-dire que moi, je regarde la question du Sahara peut-être d'une autre façon que beaucoup de gens qui ont tendance à la regarder uniquement d'une question politique, qui est une question de conflit. Personnellement, en tant que journaliste, j'avais été invité déjà dans les années 80 à aller à Tindouf. J'étais invité par le Polisario à aller regarder comment ça se passait dans les camps à Tindouf. Je connaissais pas grand-chose, donc on m'a invité là-bas, j'ai constaté que ce qui existait. Et par la suite, j'ai eu l'occasion à diverses reprises d'aller dans les provinces du Sud, au Maroc. Donc, qu'est-ce que j'ai... Et voilà comment je regarde ça. C'est-à-dire que quand je vais, que ça soit à Dakhla, à Laayoune, à Boujdour, à Smara, qu'est-ce que je vois? C'est un pays qui bouge. Je vois une population sahraoui qui trouve un certain espoir, un certain essor. Évidemment, ce n'est pas toujours de la plus grande facilité, mais en même temps, ça avance. Il y a du développement, il y a des offres d'emploi, il y a des écoles, il y a des ONG, et il y a des possibilités de partir ailleurs au Maroc s'ils ont envie. Donc, je crois que la population, si je compare l'évolution de la population sahraoui dans les camps de Tindouf, qui n'a pratiquement pas changé depuis les années 80 quand je suis allé là-bas pour la première fois, et l'évolution de la population sahraoui dans le Sahara marocain, ça me parle. Ça veut dire que, en fin de compte, je me pose la question, qui se préoccupe de cette population le plus? Qui offre à cette population le plus? Et pour moi, c'est ça qui compte. C'est comment un peuple est traité. Donc, si vous voulez, ma vision du Sahara et ma réponse à la question du Sahara, ce n'est pas uniquement à travers une question historique. Ce n'est pas uniquement à travers un débat aux Nations Unies. Ce n'est pas uniquement à travers une fidélité à la monarchie. C'est parce que moi j'ai connu les populations sahariennes
dès les premiers jours que je suis allé au Maroc, parce que je suis allé vivre à Mohamed Rezlan, à Foumsguide et à d'autres endroits où on trouve beaucoup de cette population. J'ai toujours trouvé une amitié et même un amour pour la monarchie marocaine. Mais ce que j'ai trouvé, en revanche, depuis ces 30 ans où j'étais à Tindouf, c'est un changement total. Un changement où, à travers des années difficiles, jusqu'à maintenant des années beaucoup plus heureuses, on offre à cette population, à toutes les populations du Sud, une vraie opportunité par rapport à la vie. Puisque vous connaissez ces provinces, souvent on reproche le Maroc comme quoi il n'y a pas de respect des droits de l'homme, puisque vous êtes un journaliste intègre. Qu'est-ce que vous pensez de cette version? Vous savez, les questions de droits de l'homme, il y a toujours des bavures où qu'on soit, et y compris aux États-Unis. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas regarder le Maroc avec une attitude hautaine. Il ne faut pas essayer de dire de juger le Maroc à travers des jugements que nous n'aurions même pas vis-à-vis de nous-mêmes. Ceci dit, je sais qu'il y a notamment le CNDH dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres organisations, d'autres ONG qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, qui font face d'abord à rectifier ce qui a pu être des problèmes dans le passé, et aussi à réfléchir avec les populations sur leurs propres soucis par rapport à ces droits de l'homme. Donc moi, je vois la situation par rapport aux droits de l'homme, que ça soit dans le sud du Maroc ou que ça soit ailleurs, comme une situation évolutive. Et de mon point de vue, si je compare cette question à l'évolution depuis 40 ans que j'étais au Maroc, je trouve que le pays a énormément changé, a énormément évolué. Est-ce que c'est parfait? Certainement pas. Mais est-ce que par rapport à tous les autres pays dans la région, est-ce qu'on peut pas dire que le Maroc a fait beaucoup plus que beaucoup d'autres pays dans la région ont fait? Je crois que c'est comme ça c'est la lentille qu'il faut utiliser. Selon vous, est-ce que les Occidentaux sont bien au courant, et sont conscients de cet effort que le Maroc a fourni pendant ces 40 ans? Je crois qu'il y a pas mal d'Occidentaux qui sont au courant, certainement dans le domaine politique et géostratégique et même économique. Oui, certainement des gens sont au courant. Mais je ne pense pas que ce message passe nécessairement au niveau des grands médias. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je crois que les grands médias ne cherchent pas cette réponse. Je crois que souvent, ils vont au Maroc quand il s'agit de faire des reportages concernant les droits de l'homme pour chercher ce qui va mal. Donc, ils vont peut-être interviewer des personnes importantes dans le domaine du changement de la question des droits de l'homme, mais ils vont aussi essayer de trouver les preuves d'une thèse qu'ils ont déjà dans leur tête, c'est que le Maroc est un pays où les droits de l'homme ne sont pas très renforcés. Donc c'est un voyage qui n'est pas neutre, tout à fait neutre dans ce cas-là. Mais moi, je me souviens très bien, quand j'étais dans différents pays du monde arabe, et quand j'ai rencontré des journalistes occidentaux, j'avais l'impression qu'ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient écrire avant de venir dans ces pays. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai souvent taxé mes confrères quand il s'agissait du monde du Sud, un peu paresseux, parce que il faut pas aller vers les pays du Sud avec une attitude de vouloir trouver toujours ce qui va mal. Il est 14h43. On va marquer une petite pause musicale par rapport à un choix que vous avez bien choisi vous-même, d'une Marocaine de taille. Ah oui, je vais vous parler un tout petit peu d'elle, c'est Karim Askali. Exactement. Karim Askali est une amie à moi depuis maintenant 12 ans. Elle a créé avec moi un petit festival dans les séquelles des actes terroristes de mai 2013 où j'étais allé pour montrer ma solidarité avec le Maroc. Et depuis ce temps-là, j'ai compris que Karim Askali est une grande star à l'échelle internationale, surtout en ce qui concerne l'interprétation de la musique traditionnelle arabe. Et d'ailleurs, c'est une grande voix pour le Maroc, parce que et cette chanson
qui, comme vous le savez, parle de l'amour. Pour moi, Karim Eskali représente ce qui est du meilleur dans le marocain, c'est-à-dire la volonté d'offrir cet amour, non seulement du pays, mais interne, au monde entier. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرى من بعدك سهرانة من وقت بنادي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هريتني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكي نار حبك Oui, c'est une belle voix, Michael. Karima Sqali, c'est une femme connue, reconnue à l'échelle internationale qui a grimpé beaucoup d'échelons par la qualité de la voix et aussi la qualité des paroles. Ces dernières minutes qui nous restent, Michael, je souhaite vous proposer quelques noms. Ça permettra aux auditeurs et auditrices de connaître un petit peu Monsieur Michael Kurtli sur d'autres facettes. Qu'est-ce que c'est que la caravane américaine? En fait, il y a dans ma vie, j'ai créé certaines ONG qui ont. Moi, j'adore cette idée de caravane parce que caravane, c'est un mouvement en quelque sorte où on peut se greffer à ce mouvement à n'importe quel moment. Donc, j'ai créé à la fin des années 80 une caravane de la paix qui était un grand mouvement qui devait rallier tous les pays de l'Afrique du Nord parce qu'à l'époque il y avait la notion très forte de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, et malheureusement il y a eu la guerre du Golfe qui a beaucoup fait du mal à cette notion de caravane, et après le 11 septembre j'ai créé la caravane de l'amitié. Et j'ai, dans les deux cas, j'ai beaucoup misé sur le Maroc parce que le Maroc était le pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pays qui ouvre ses portes au reste du continent africain. Et donc, avec la caravane de l'amitié, c'était un grand effort après le 11 septembre de vraiment montrer qu'il était possible de s'entendre entre Américains et le reste du monde arabo-musulman. Évidemment, les Américains avaient très peur. Ils ne savaient pas, même aujourd'hui, on le voit à travers les actes terroristes qui se produisent à droite et à gauche. On a peur. Donc, oui, qu'est-ce qu'il faut faire à travers cette peur? Il ne s'agit pas de simplement écrire sur la peur. Il ne s'agit pas simplement de rester, mais dans la caravane, nous avons créé. Moi, je crois que les événements sont très importants. Que ça soit, par exemple, le festival de musique sacrée à Fès, ou plein d'autres événements qui se passent au Maroc. Moi, j'ai essayé de créer aussi des événements aux États-Unis où on ralliait des milliers de personnes derrière cette thématique de la possibilité de s'entendre entre les cultures. Parfait. Donc, juste parce que le temps presse, j'ai d'autres questions, si vous le permettez. Friendship. Fest Maroc. Friendship? En fait, Friendship, c'était un peu la thématique de tout ce que j'avais fait à cette époque, juste après le 11 septembre. Et non seulement, c'est-à-dire pendant presque 10 années, j'étais non seulement en tant que tête de l'ONG Friendship Caravan, mais aussi en tant que conseiller de l'ambassadeur Aziz Mekouar, qui était ambassadeur du Maroc à Washington. Justement. Nous avons essayé d'ouvrir beaucoup de portes, que ça soit dans le domaine du dialogue interreligieux, que ça soit dans le domaine du dialogue par rapport à l'environnement. D'ailleurs, avec l'ambassadeur, nous avons été initiateurs de ce qui est devenu le Jour de la Terre au Maroc, voilà, célébré dans je crois, 37 villes au Maroc, et qui a donné lieu à une charte sur l'environnement.
qui a été signé par différentes villes au Maroc. Et d'ailleurs, ce mouvement pour l'environnement est aussi une raison que le Maroc est un pays phare. Et aussi l'amitié, ça veut dire créer des événements où les gens peuvent s'entendre non seulement parce qu'ils sont ils essaient de comprendre leurs religions diverses, mais aussi faire des choses ensemble, créer des mouvements d'éducation. Pour moi, l'amitié commence avec le regard, mais finit avec l'action. Moi, je deviens ami avec quelqu'un à partir du moment que je fais quelque chose avec lui. Donc, dans cette notion d'engagement, de créer ensemble, était à la base de tout ce que j'ai fait avec le Maroc depuis une dizaine d'années. Vous êtes parmi les grands journalistes. Dans votre parcours, je vois, vous avez fait un grand nombre d'interviews avec une douzaine de chefs d'État, parmi lesquels figure le président sud-africain Nelson Mandela, le roi de la Jordanie Hussein de Jordanie, le leader libyen Muammar Kadhafi, l'ancien président français François Mitterrand, l'ancien président palestinien Yasser Arafat et l'ancien président syrien Hafez al-Assad. J'ai une question par rapport à quelque chose que vous avez fondé en 1989, c'est l'ATA. L'ATA, donc... America to Africa. Exactement. Oui. De quoi il s'agit? Mais j'aimerais bien le recommencer d'ailleurs. America to Africa était justement cette main tendue de l'Amérique au continent africain dans le sens de l'égalité. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai toujours conçu. Pour moi, America to Africa, c'est un concept qui m'est très fort dans l'esprit. C'est-à-dire que pour que l'Américain comprenne l'Afrique, il faut qu'il y aille. Exact. C'est pour ça qu'il y a le mot tout. Tout, ça veut dire dans le sens d'aller. Oui. C'est-à-dire, je crois qu'il s'agit de découvrir et de ne pas rester sur les idées reçues. Donc, America to Africa, pour moi, c'était non seulement une ONG, mais c'était peut-être le concept de ma vie. C'est ça. C'est l'image de c'est votre image en tant que telle. Ouais, exactement. Et il y a un roman, donc le Lac Mythol. Ah oui, j'ai écrit un roman vous faites bien de souligner, un roman qui parle d'un monde de fantaisie. C'est un roman qui était plutôt pour les adolescents et même pour les plus jeunes, mais c'est aussi un roman sur l'idée de la découverte de notre culture. Parce que les êtres que j'ai créés, je ne vais pas rentrer dans les détails, sont des êtres qui avaient peur eux aussi de l'autrui et qui, à travers une série d'aventures, apprennent que quelquefois cet effort de comprendre l'autrui peut sauver toute une civilisation. Et je crois que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Si nous ne sommes pas prêts à comprendre l'autre, si nous ne sommes pas prêts à comprendre que le monde islamique n'est pas ce qu'on voit à travers les actes terroristes de Daesh et d'autres, on va basculer dans un monde où la notion de civilisation devient une notion d'ennemi. Et je ne suis pas quelqu'un qui parle du clash de civilisation, mais je suis quelqu'un qui parle de la compréhension entre civilisations. Michael Kurtli, une toute dernière question, parce que le temps presse et on est presque au bout de cette émission dédiée à connaître Michael Kurtli. Et sincèrement, c'est un parcours très, très, très impressionnant. Et aussi, c'est un message fort pour ceux qui vivent dans l'amalgame et dans l'ignorance. Parce que pour combattre l'ignorance et pour combattre l'amalgame, il faut y aller, il faut écouter, il faut voir, il faut se rendre compte eux-mêmes pour comprendre de quoi il s'agit. Et on vit dans une période d'amalgame, une période de contradiction. Absolument. Et par cette occasion, je souhaite à tous nos éditeurs et éditrices ici en France, je leur demande d'y aller voter. D'y aller voter parce que c'est avec les urnes qu'on peut faire avancer les choses. C'est avec les urnes qu'on peut avancer aussi en démocratie. Le souhait que je le souhaite aussi pour mon pays d'origine, le Maroc, pour très bientôt. Et aussi, c'est un vœu pour les Marocains résidant à l'étranger d'avoir ce droit de vote et de se faire élire dans le Parlement marocain. Une toute dernière question, Michael. Pourquoi vous avez choisi l'émission Arc-en-Ciel pour nous faire cet honneur de parler de vous? Parce que, d'abord, vous êtes un homme qui reflète les grandes valeurs du Maroc pour moi. Quand vous m'avez appelé la première fois, vous l'avez fait avec tant de chaleur et tant d'ouverture et tant de curiosité.
Ça me rappelle le Maroc de mes premiers jours. Ça m'a beaucoup attiré. D'ailleurs, dans ce sens-là, je voudrais aussi porter un vœu. À travers les différents actes terroristes qui ont existé récemment, je suppose que les Européens qui peuvent avoir peur d'aller dans les pays de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc et la Tunisie, il faut pas avoir peur. C'est ça le message que je veux donner. Parce que autant, moi j'ai dit à un Américain l'autre jour qui me demandait, il m'a appelé pour dire, est-ce que je peux aller au Maroc? Et j'ai dit, mais est-ce qu'il y a eu un acte terroriste à Paris? Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas à Paris? Je veux dire, quelle est la grande différence? J'ai pas pigé. Et moi, je vais aller au Maroc bientôt, comme je vais aller en Tunisie cet été, pour montrer que la peur, ça ne fait que renforcer la xénophobie. Exactement. Et surtout que aller au Maroc, c'est surtout avoir de la joie. C'est pas, il n'y a rien qui fait peur au Maroc, sauf ce qui est dans la tête de la personne qui y va. Sur ces bonnes paroles, Michael Kurtli, je tiens à vous remercier infiniment. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel est à votre disposition pour accompagner. Je vous remercie énormément, Ablatif. Sachez-le, c'est un plaisir et un plaisir inégalé. Et nous sommes heureux d'avoir des personnalités comme vous et qui nous font des témoignages de ce niveau-là. C'est un devoir patriotique par rapport à notre pays d'origine. C'est un devoir aussi d'image. Comme vous êtes un homme de communication, vous savez de quoi il s'agit. On essaie avec les moyens de bord de communiquer pour promouvoir l'image du Maroc à travers nos invités. Et comme vous avez pu le constater, un grand nombre d'invités de très grande notoriété nous ont fait l'honneur. Et surtout un dimanche à 14h, un moment de pause. Félicitations pour tout ce que vous faites. C'est très important votre travail. Je tiens à vous remercier. Et je vous laisse avec cette pause musicale marrakechia qui montre à quel point les Marocains sont toujours ouvert au monde. Une ville que j'adore d'ailleurs. Très bientôt, Michael, et un grand merci à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices partout dans le monde, au Maroc et en France et en Europe et partout et aux États-Unis, et à très bientôt. Barakallahu fik. Shukran jazilan wa ila liqa, Michael. À très bientôt. Ma salama. Ma salama. على هذه النغمات الجميلة من المدينة الحمراء، مدينة مراكش، مدينة الحرة ذات الإشعاع الدولي. نقول لكم إلى اللقاء الأسبوع المقبل. تحية خاصة من عبد اللطيف الصدقي وجميع الطاقم إلى جميع الجالية العربية المسلمة والمغربية على الخصوص، وإلى جميع المغاربة أينما كانوا في هذا العالم.